Bonjour à tous, bienvenue sur le forum des métiers secteur privé. Voilà, nous sommes actuellement en live Facebook. J'espère que vous nous entendez bien. Du coup, on va commencer par la présentation de nos intervenants. Lucie, je ne t'entends pas. Tu m'entends là? Ouais, mais c'est normal, je peux. Oui, là. T'inquiète pas. Ah, ok, désolée. Vas-y, vas-y. Du coup, on va commencer par la présentation des intervenants. Et ensuite, on enchaînera avec la partie questions-réponses. Vous pourrez directement poser vos questions au niveau du live et on les remontera. Du coup, nous avons trois intervenantes aujourd'hui. La première d'entre elles est Madame Isabelle Passe, qui est lobbyiste traitement des déchets dangereux et économie circulaire chez Sarp Industrie, filiale de Veolia, si je ne me trompe pas. Voilà. Et la deuxième intervenante est Madame Alexandra Michi, qui est directrice communication, marketing et expérience client chez NJ Solutions. Et enfin, la dernière d'entre elles est Madame Laetitia Passo, qui est également une lobbyiste affaires institutionnelles européennes chez RTE. Voilà pour le panel d'intervenants. Du coup, je vais tout de suite donner la parole à Madame Passe, qui va voilà, se présenter son parcours et donner plus d'informations sur elle. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je m'appelle Isabelle Passe, je suis responsable de relations institutionnelles chez Sarp Industrie, qui est la filiale déchets dangereux du groupe Veolia. J'ai un peu plus de 10 ans d'expérience dans le domaine des affaires publiques et de manière significative donc dans le secteur privé. Donc pour revenir un petit peu sur mon parcours, j'ai été diplômée de Sciences Po Bordeaux en 2007 avec un master en affaires relations internationales et une spécialisation intégration et gouvernance européenne. J'ai choisi ce master parce que je ne savais pas véritablement ce que je voulais faire. Il y a pas mal de gens qui savent déjà dès le départ quelle carrière ils veulent avoir. Moi, je ne savais pas. Donc, comme j'étais un petit peu intéressée à la fois par le monde européen, le monde institutionnel français et les organisations internationales, c'est pour ça que j'ai choisi de partir sur cette voie un petit peu plus large. Et dans le cadre de mon parcours, donc, j'ai eu quelques stages dans des agences des Nations Unies. Donc, j'ai travaillé pour les Nations Unies pour combattre la désertification à Bonn, les Nations Unies pour le développement industriel au Ghana, c'était mon stage de fin d'études, et pour le Bureau de liaison des Nations Unies pour l'environnement à Bruxelles. Ensuite, suite à ça, j'ai fait un stage au bureau de liaison du secrétariat du Conseil de l'Union européenne à New York. C'était donc avant le traité de Lisbonne, quand les relations extérieures étaient organisées de manière un petit peu différente. J'ai essentiellement travaillé sur les sujets développement durable. À la suite de ça, j'ai eu la chance de rejoindre donc, la présidence française de l'Union européenne pendant 6 mois. C'était donc le dernier format des présidences en 2008, donc avant toujours cette réforme avec le traité européen. J'ai travaillé sur les sujets développement durable. J'ai eu la chance de travailler sur l'organisation de la semaine ministérielle pour l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies. J'ai aussi travaillé sur les sujets des résolutions palestiniennes et au Conseil de sécurité, tout ce qui était Iran-Moyen-Orient. Ça a été une année très enrichissante. Le retour a été un petit peu plus difficile parce que c'était voilà, une année enrichissante sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Puis quand je suis rentrée, donc, je me suis retrouvée au chômage mais sans allocation, retour chez mes parents et j'ai dû chercher du travail et j'ai eu un peu plus de mal que ce que je pensais. Pour vous donner une anecdote, même quand j'ai postulé par exemple pour être bénévole, pour traduire par exemple des papiers de position dans une association, j'avais même pas de retour. Donc voilà, le retour était plus compliqué que ce que je pensais. Finalement, j'ai eu la chance d'être recrutée comme chargée de plaidoyer chez Oxfam France. Donc, c'est une association, une ONG française. Et j'ai été en charge de lancer la campagne changement climatique donc dans le cadre des COP, les Conference of Parties, donc sur la conférence de Copenhague. Donc là, c'était radicalement différent entre le monde de la diplomatie française et le monde associatif, mais c'était une expérience aussi très enrichissante sur beaucoup d'aspects. À la fin de cette expérience, j'ai du coup encore eu 2 mois de chômage et peut-être un petit peu à reculons, j'ai accepté
pour des raisons personnelles, c'était à reculons, j'ai accepté un poste au sein de la représentation permanente de la France à Bruxelles. Donc, c'était un poste très intéressant, mais qui n'était peut-être pas forcément sur les sujets sur lesquels j'avais l'habitude de travailler. C'était donc les sujets Europe orientale et Asie centrale. J'y suis restée 6 mois et finalement après j'ai eu l'opportunité donc de retourner vivre à Paris et de travailler donc pour l'entreprise Veolia. Donc j'ai rejoint le groupe Veolia en 2010. Au départ donc j'étais dans la division propreté. Donc voilà, je suivais essentiellement les sujets liés au traitement des déchets en France et en Europe. À la suite de la réorganisation, donc j'ai rejoint les équipes du siège, où là aussi j'ai continué à suivre les sujets déchets. Et là, depuis donc 2017, j'ai rejoint donc la filiale déchets dangereux. Alors les déchets dangereux, donc c'est pas ce qui touche aux déchets nucléaires, mais c'est ce qui touche aux déchets qui ont des propriétés qui les rendent dangereux, donc qui peuvent être inflammables, toxiques, corrosifs. Et donc aujourd'hui, voilà, je travaille donc dans le domaine de l'économie circulaire, tous les sujets au niveau français et européen qui traitent à la législation relative aux déchets, donc c'est très large. Et on a aussi une expérience avec les Nations Unies. Donc c'est peut-être davantage mes collègues qui sont un petit peu plus techniques, mais on est aussi investi donc dans les conventions internationales, les conventions donc sur le transfert des déchets, les conventions sur les polluants organiques persistants, les conventions sur le mercure. Donc voilà un petit peu mon parcours. Merci beaucoup, Madame Pass. Du coup, Madame Michi, je vous donne la parole pour que vous puissiez également vous présenter. Il faut juste activer votre micro. Ouais. Pour l'activer et le désactiver. Voilà. Alors, c'est reparti. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Alexandra Michi et je suis aujourd'hui directrice de la communication, du marketing et de l'expérience client chez NJ Solutions. C'est une partie du groupe NJ B2B, comme on dit dans le jargon. Alors, tout comme Isabelle, j'ai originellement un ADN lié au lobbying et aux relations institutionnelles, puisque j'ai, après des études de droit donc à la Sorbonne, j'ai fait un master spécialisé dans les relations institutionnelles et le lobbying, et j'ai démarré ma carrière. Les choses se sont enchaînées pour moi assez facilement. J'ai un concours de circonstances, j'ai fait un stage de fin d'études dans le groupe Safran. C'était à un moment où, alors c'était à l'époque, c'était une filiale qui s'appelait Sagem, hein, ça s'appelait pas, c'était pas encore Safran. Donc une filiale qui s'occupait de technologies sensibles, de biométrie, de carte à puce, de technologies de sécurisation de frontières, à un moment où se créait une cellule de lobbying et d'influence, notamment pour développer des actions auprès de l'Union européenne, mais aussi en France, parce que les deux peuvent être liés quand on met en place des stratégies d'influence et de lobbying. Donc ça, c'était vraiment ma première partie de carrière. J'ai passé 5 ans sur ces sujets-là, avec comme objectif à la fois de faire connaître l'entreprise. Il y avait des objectifs de notoriété très forts. Il y avait aussi une partie de veille réglementaire et législative, et puis une partie aussi qui visait à aller, parce que vous le savez sans doute, hein, les organismes internationaux tels que l'Union européenne, mais aussi l'ONU, parce qu'elle faisait partie aussi des organisations auxquelles je m'intéressais, financent un certain nombre de projets via des appels d'offres. Et mon rôle était d'aller identifier ces appels d'offres et d'aller chercher finalement du business pour l'entreprise. Donc vraiment des stratégies d'influence au service aussi des intérêts du privé. Voilà. Donc ensuite, j'ai évolué, j'ai eu envie de me diriger plus spécifiquement vers les métiers de la communication stricto sensu, puisque l'influence, bon ben voilà, alors ce qui est marrant, hein, je fais mon partage d'expérience parce que vous posez sans doute ces questions, ce sont des métiers généralement dans les grands groupes qu'on donne plus volontiers à des gens déjà expérimentés. Je ne sais pas si mes homologues partageront ce constat, mais bien souvent, ce ne sont pas des métiers sur lesquels on est positionné très jeune, ou alors on est très, comment dire, on fait partie d'une équipe, mais
on a moins l'opportunité de se déplacer, d'aller voir des gens. Voilà. Donc moi, ça s'est passé comme ça parce qu'il y a eu un concours de circonstances, il y avait un besoin et voilà, et ça se passait bien pour moi. Mais voilà, mais moi, donc du coup, j'ai fait le chemin un peu inverse. J'ai voulu aller vers des métiers peut-être un peu plus, que je jugeais peut-être un peu plus opérationnels et plus en lien avec la communication stricto sensu, puisque moi, à l'époque, dans mon premier job, je travaillais en lien avec la direction de la communication du groupe, mais je n'avais pas tous les leviers d'action. Donc, j'ai évolué, j'ai travaillé dans la distribution automobile un temps, et puis après, là, j'ai commencé un long parcours dans la galaxie, j'appelle la galaxie GDF Suez, alors Suez, puis après, GDF Suez et après Engie, il y a eu pas mal de mouvements de marque, je vais pas revenir là-dessus, et où j'ai évolué. J'ai pris des postes de responsable communication, tantôt sur des périmètres, comment dire, en région. Donc, effectivement, là aussi, très opérationnel, très ancré au service des contrats de l'entreprise. Et puis j'ai aussi eu des responsabilités plus au siège, plus corporate, avant de prendre la direction d'une grosse filiale d'Engie qui s'appelait il y a encore quelques temps Engie Neo, qui représentait 10 000 personnes, avec ce portefeuille de communication. Et puis, on a eu, et on a toujours, vous savez, dans les grandes entreprises, il y a beaucoup de réorganisation. Donc, suite à une importante réorganisation il y a un peu plus d'1 an, j'ai évolué sur un poste plus large, puisqu'on m'a donné, en plus de la communication, la responsabilité du marketing et de l'expérience client pour un périmètre qui œuvre en particulier pour les villes et les collectivités. Donc, si on raisonne en termes de marché, puisque l'organisation a découpé nos activités en plusieurs marchés, hein, villes et collectivités, industrie et plutôt secteur du tertiaire. Moi, j'ai la responsabilité de la relation aux villes et aux collectivités. Voilà. Est-ce que ça vous suffit comme présentation ? On reviendra Oui. peut-être après en détail en fonction des questions, peut-être que je préciserai. Oui, tout à Mais fait. voilà. Mais merci beaucoup, Madame Michi. Du coup, je vais vous demander, Madame Passot, si voilà, vous pouvez également vous présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Laetitia Passot, je travaille à RTE, donc en tant que lobbyiste sur les sujets énergie et environnement, un focus un peu plus environnement tout de même, du fait de mes précédentes fonctions à RTE. Donc, ce métier consiste à faire émerger des positions d'entreprise claires, pédagogiques pour des interlocuteurs externes. Donc aujourd'hui, sur des sujets très variés qui sont l'intégration des renouvelables, des énergies renouvelables au système énergétique européen, le stockage, le véhicule électrique, la digitalisation, les données, donc sur des sujets très variés. Et une fois que ces positions d'entreprise sont faites, de les porter auprès d'interlocuteurs externes via différents canaux, en direct, via des fédérations professionnelles françaises ou européennes auxquelles on est affilié, parce que quand une position est portée à plusieurs, eh bien, elle a plus de force, plus de poids. Voilà, on porte aussi ces positions avec des ONG, donc via des canaux autres, des canaux associatifs dont on s'est doté. Voilà, je voulais commencer sur le métier du lobbying pour qu'on donne un peu de matière à ce métier qui peut-être voilà, vous avez abordé par votre cursus, mais on pourra développer les uns et les autres sur le quotidien de ce métier, ce qui est essentiel. Et je mets déjà en exergue l'importance d'avoir des positions écrites d'entreprise synthétiques, pédagogiques, percutantes, et que ces positions soient portées de manière coordonnée avec d'autres acteurs pour avoir ensemble du poids. C'est des positions qu'on n'invente pas, qu'on travaille en tant que lobbyiste avec les départements métiers de l'entreprise. On se coordonne avec des alliés externes à l'entreprise avec lesquels on a des intérêts convergents. Et voilà. Et
Donc, comment je suis arrivée dans ces fonctions de lobbying? Je souscris absolument à ce qui a été dit précédemment. Ce sont des fonctions que l'on exerce, mais pas de but en blanc. Il faut connaître le sujet déjà un peu. Sinon, on a une relation difficile à établir avec les départements métiers en interne avec lesquels on construit les positions d'entreprise. Si on ne connaît rien à leur sujet, c'est quand même assez difficile de faire ce métier de maïeutique qui est de comprendre et d'écrire ce qu'ils nous disent avec eux, sur base de préliminaires, d'échanges préliminaires avec eux. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut rentrer dans ces métiers en étant jeune diplômé, mais à ce moment-là, on sera plus dans la partie d'appui, de rédaction de slides, de veille, de collecte d'informations en appui de personnes plus seniors. On accompagnera les plus seniors dans des rendez-vous, mais on n'aura pas forcément autant de capacité de leadership et de portage de manière autonome d'action de lobbying. Voilà. Donc, il se trouve que, et j'en viens à mon parcours, moi j'ai été embauchée à RTE en 2009 dans des fonctions en tant que responsable du service environnement de l'entreprise, ce qui m'a permis pendant 3 ans de connaître le cœur de métier un des cœurs de métier de l'entreprise, puisque RTE est une entreprise qui cherche à prendre en compte l'environnement dans toutes les étapes de son activité, de construction d'ouvrages électriques, de lignes haute tension pour sortir l'électricité des centrales électriques. Voilà, donc je connaissais cette partie environnementale et quand on a créé la direction des affaires européennes en 2012, j'avais eu à traiter d'une directive. On savait que j'avais cette compétence, donc on m'a sollicité pour participer à la création de cette direction. Donc mettre en visibilité, voilà, il se trouve que j'avais une expérience européenne, mais elle a eu l'occasion d'être mise en visibilité dans le cadre de ses fonctions. Et donc j'avais passé auparavant 6 ans à Bruxelles pour une fédération européenne. Donc, je connaissais bien les institutions européennes pour les avoir pratiquées aussi bien dans des fonctions de dialogue social que de lobbying. Et donc, c'est sur base de cette expérience que j'ai pu naviguer et que je navigue depuis lors à Bruxelles, donc avec des déplacements lorsque le dossier est prêt, est fin prêt et qu'on sollicite un rendez-vous. Voilà, avec soi-même en direct en tant qu'entreprise RTE ou bien dans une délégation de notre fédération européenne. Voilà, je m'appuie sur cette expérience antérieure à Bruxelles où j'étais dans le staff d'une fédération européenne, où j'ai vu comment une fédération européenne fonctionnait avec ses difficultés de faire émerger des positions entre 34 membres issus de 27 pays européens, voire parfois un peu plus, parce que parfois on ne se limite pas aux pays de l'Union européenne. Voilà, donc j'avais auparavant une expérience à Bruxelles. Et pourquoi j'ai été travailler à Bruxelles? C'est pas toujours facile, comme le disait Isabelle Passe, de quitter la France parfois pour des raisons personnelles, mais c'était au début de ma vie professionnelle. J'avais travaillé 1 an à la FNSEA sur des dossiers européens en sortant de mon cursus à la Sorbonne avec une maîtrise de philo et ensuite à Sciences Po Paris. J'avais travaillé quand j'étais à Sciences Po Paris à l'Assemblée nationale pendant 4 ans pour un parlementaire européen, pour un parlementaire français. Mais les sujets européens m'intéressaient. J'ai commencé ma vie professionnelle à la FNSEA, le syndicat français agricole, sur des dossiers européens. La PAC, c'était 40% du budget communautaire à l'époque. Et je trouvais intéressant de travailler sur un gros morceau des enjeux européens. Et ensuite, j'ai travaillé 6 ans donc, dans cette fédération européenne de la construction, cette fois à Bruxelles. Je trouvais intéressant d'être sur place pour voir comment la mécanique institutionnelle européenne fonctionnait. Voilà. Un petit peu à votre disposition pour développer ces éléments
plus en profondeur. Et voilà, comment on arrive à ces différentes positions. Il y a des concours de circonstances, mais il y a parfois aussi de la persévérance. Quand il m'a fallu rentrer de Bruxelles pour des raisons privées, je voulais rentrer à Paris. Ça n'a pas été une paire de manches que de passer du secteur des fédérations professionnelles à une grande entreprise française. Ces domaines-là sont parfois étanches. Il y a des passerelles, il faut les trouver et il faut beaucoup de persévérance. Mon expérience en 2 mots, c'est que le réseau des anciens est utile, qu'il faut savoir être ouvert à des propositions pour mettre le pied dans une entreprise, quitte ensuite à évoluer. Ça a été mon cas pour RTE. Je suis rentrée dans un poste environnement alors que je voulais un poste affaires européennes. Eh bien, au fond, le poste affaires européennes m'a été proposé 3 ans plus tard. Donc, voilà, il faut rester ouvert, il faut penser large. Rentrer dans un grand groupe français, c'est des opportunités ensuite diverses. Et j'ai fait ce pari de pouvoir évoluer en interne dans une entreprise sur différentes fonctions. Et c'est un pari qui s'est révélé payant et qui m'a permis d'atteindre mon objectif qui était de faire du lobbying dans un premier temps. Et voilà, maintenant, ça n'est pas fini. Du lobbying, on peut évoluer sur d'autres métiers. Alexandra a parlé de la communication. Dans lesquels elle s'épanouit aujourd'hui. Il y a aussi des métiers opérationnels qui peuvent nous être proposés ou pour lesquels on peut candidater et faire valoir nos compétences de lobbyiste qui sont utiles aussi en interne pour des métiers plus directement opérationnels. Voilà. Notamment, si je puis me permettre, des métiers proches du commerce aussi. En particulier quand on a comme client des acteurs publics ou parapublics. Voilà. Ouais. Merci beaucoup pour votre intervention, Madame Passot et Madame Michi. Du coup, vu qu'on a fini avec la phase de présentation, on va sûrement revenir sur quelques éléments parce que ça revient beaucoup au niveau des questions qui sont déjà posées au niveau du live. Mais du coup, je vous propose de commencer à répondre aux questions, si ça vous va. Et la première d'entre elles, en fait, c'est que, comme vous l'avez dit, et vous avez tout un parcours marqué par le lobbying, c'est quelque chose de très vaste, et on l'a vu par vos présentations, qu'on peut faire énormément de choses dedans et que ça nécessite également de l'expérience. Mais il y a un étudiant qui demande si vous pouvez décrire une journée en tant que lobbyiste. Je pense que, bon, peut-être à tour de rôle y répondre. Peut-être que Madame Passot, cette fois-ci, vous pourrez peut-être commencer. Très bien, volontiers. Moi, je dirais qu'il y a des parallèles avec le métier d'avocat. Personnellement, il n'y a pas de métier d'expérience juridique dans ma famille directe, donc je connaissais mal ce métier. Mais je dirais aujourd'hui que un lobbyiste comme un avocat doit analyser son dossier, le connaître vraiment très bien, le maîtriser, avoir consulté les experts et avoir trouvé, comme une tête chercheuse, les points les plus percutants pour faire mouche dans un contact avec des interlocuteurs qui ont un pouvoir décisionnaire et qu'il s'agit de convaincre. Donc, il y a un gros travail de prise de connaissance d'un dossier, donc avec les départements de métier de l'entreprise, d'appropriation, de lecture de documents, il ne faut pas épuiser nos experts, ensuite d'échange avec les experts internes, et ensuite de formulation sur base de documents préécrits par eux, ou bien qu'on va écrire parce qu'ils n'ont pas le temps ou pas les capacités parfois d'écrire, c'est pas leur truc, c'est pas leur forme d'esprit, donc pour gagner du temps on le fait, et voilà, donc ça c'est toute la partie amont. Et pour formuler et faire émerger des arguments bien ciselés et qui est susceptible de convaincre, en se mettant à la place de l'interlocuteur externe avec des mots susceptibles qu'il puisse comprendre facilement.
Et ensuite d'organiser, mais après, en fonction des tempéraments, c'est plus ou moins facile, de solliciter le rendez-vous. Moi, je n'ai aucune difficulté à prendre mon téléphone dès lors que j'ai une bonne raison d'appeler et de faire ouvrir la porte en disant qu'on a quelque chose à apporter dans le processus législatif qui mérite d'être entendu pour que les choix des fonctionnaires à la Commission européenne ou des rapporteurs, des co-législateurs européens au Parlement européen ou au Conseil de l'Union européenne prennent des décisions éclairées. Donc, ils ont besoin de rencontrer les parties prenantes que sont les industries ou les ONG, et ils ont besoin de rencontrer un grand nombre pour avoir une position éclairée, en tout cas les acteurs marquants, pour avoir une position et une décision éclairée. Voilà, donc c'est en deux temps, et la plus grosse partie de nos journées, c'est encore plus aujourd'hui dans cette période de confinement, mais c'est de préparation des dossiers pour qu'ils soient costauds et ensuite l'aboutissement dans un rendez-vous. Donc aujourd'hui en visio, mais sinon on se déplace à Bruxelles de visu pour porter oralement, expliquer avec un expert à notre droite le plus souvent, qui sera mieux placé pour répondre aux questions. Et nous, pour vérifier, en tant que lobbyiste, vérifier que le message est bien passé auprès de notre interlocuteur, voilà, faire l'ambassadeur, le traducteur quelque part, pour s'assurer que l'expert s'est fait comprendre. Voilà, donc bien sûr en anglais. Voilà, donc il y a un gros travail dans la journée de lecture, d'analyse, de rédaction, de réponse à des mails sur différents dossiers. Voilà, j'ai un peu trop parlé, je laisse la parole à aux autres. Il y a beaucoup de choses à dire. Du coup, est-ce que l'une d'entre vous, Madame Pass ou Madame Bichy, voudrait prendre la suite pour y répondre également? Oui, moi, je veux bien prendre la suite. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Laetitia. Oui, après, nous, c'est pas... Donc moi, je prends par exemple, j'interviens au niveau européen et au niveau français. Si je prends par exemple une journée type au niveau, pour des sujets au niveau européen, en fait, la plupart de ce qu'on va faire est connu parce qu'on a les programmes de travail qui sont proposés par la Commission européenne. Vous avez peut-être suivi, il y a le pacte vert qui est sorti en décembre 2019, qui montre donc les ambitions de la Commission européenne donc, pour son mandat. Et donc dedans est détaillé en fait par différentes mesures les différents textes qui vont sortir. Donc on a une idée assez précise de ce qui va arriver. Et il y a énormément donc, de consultations et de sollicitations de la part de la Commission européenne. Donc l'idée, c'est de bien suivre, en fait, de bien anticiper toutes les consultations qui vont arriver et les textes sur lesquels on va devoir donner un avis. Donc pour répondre à ces consultations, soit vous faites le travail depuis déjà un certain moment et donc vous avez, on va dire, l'expertise technique pour y répondre, soit effectivement il est nécessaire d'être armé de collaborateurs ou d'équipes un peu plus techniques pour pouvoir faire avec eux la réponse à la consultation. Il y a aussi beaucoup de travail qui est fait via les fédérations, on en a parlé. En général, nous, dans le cadre de notre entreprise, on fait l'essentiel de notre lobbying via les fédérations sectorielles et transversales. Donc, c'est vraiment ce travail donc, de préparation, ensuite de compromis, d'alliance au niveau des fédérations. Et ensuite, donc, il y a la partie où on peut, une fois que la position est prête, la porter donc, auprès des personnes, des institutionnels. Donc, c'est la partie aussi intéressante. Avec le Covid, effectivement, comme l'a dit Laetitia, c'est un peu plus compliqué, mais on peut se renouveler en cherchant d'autres moyens de rencontrer ou d'interpeller. Il y a aussi, du coup, dans la partie lobbying, en fait, si on prend une journée type, il y a du travail un peu plus fastidieux, donc qui est quand même, voilà, enfin, fastidieux. On n'est pas toujours dans le relationnel, à essayer de faire du réseau, créer du réseau, à aller à des rendez-vous, des réunions. Moi, ça, c'est la partie que je préfère du travail. Après, il y a la partie aussi où il faut lire la presse, Twitter, la presse plus spécialisée, suivre vraiment l'actualité. Et puis... voilà, donc toutes ces réponses à ces consultations, c'est vraiment aussi pour moi un sujet, voilà, le côté un petit peu plus préparatoire avant de pouvoir justement aller en rendez-vous et défendre les sujets. D'accord, merci. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Madame Bichy, vous voulez peut-être rebondir dessus?
Je peux juste ajouter, puisqu'on était dans les analogiques, moi je me souviens que je passais, alors évidemment il y avait beaucoup de relationnels, on a parlé des rendez-vous, j'allais beaucoup à Bruxelles, 2 ou 3 jours par semaine, rencontrer des gens, mais je me souviens aussi passer énormément de temps sur le web, en mode un peu détective privé, parce que en fait, c'était le démarrage, hein, c'était la création d'une équipe qui devait structurer un certain nombre d'actions au service de nos intérêts. Et je passais beaucoup de temps sur le net pour essayer de comprendre qui faisait quoi, quels étaient les interlocuteurs, pour essayer de faire ce qu'on appelle un peu un mapping d'influence. Donc voilà, ça avait ce côté un peu, quand on aime bien un peu fouiller, qu'on a un côté un peu curieux et qu'on essaie de trouver voilà, des chemins pour accéder à certaines personnes aussi. Je me souviens aussi que je passais beaucoup de coups de fil. Et ce qui est super à Bruxelles, enfin, bon, moi, ça remonte évidemment un peu, j'espère que ça n'a pas évolué, mais le lobbying étant très institutionnalisé auprès des instances européennes, en fait, j'étais toujours surprise de l'accueil qui m'était réservé et finalement de la relative facilité avec laquelle j'arrivais à aller rencontrer des interlocuteurs, des responsables, un peu à tous les niveaux d'ailleurs. Ça, c'était super grisant. Moi, je démarrais, hein, j'étais une jeune femme et j'étais très contente de ça. J'avais aussi une carte d'accès au Parlement européen. Donc ça aussi, c'est assez magique en fait de pouvoir comme ça rentrer, apercevoir des quelques personnalités. Enfin voilà, c'était juste pour compléter l'analogie, mais sinon je partage évidemment ce qui a été dit. Il y a beaucoup de travail de préparation, de rédaction, et puis il y a aussi tout le travail qu'on peut faire avec les équipes de l'entreprise pour s'approprier, pour comprendre les sujets. On en a parlé un peu plus tôt. Ça, c'est aussi important et c'est un moyen aussi de rencontrer plein de gens dans l'entreprise. Ce sont des métiers qui ouvrent les portes de tout un tas d'autres services ou de directions. Moi, je me souviens aussi, on travaillait aussi les sujets de recherche et développement. On essayait de s'insérer de participer à des travaux de recherche et développement menés à l'échelle européenne. Et le monde de la R&D dans les entreprises, c'est assez fascinant. Souvent, les équipes sont des gens passionnés, très accessibles et très sympas et qui adorent parler de leur métier, qui adorent expliquer ce qu'ils font et ce qu'ils cherchent à faire. Donc, il y a un petit côté aussi journaliste dans la compréhension qu'on doit avoir des métiers des uns et des autres. Voilà. D'accord, merci beaucoup. D'ailleurs, pour revenir vers vous, il y a une personne qui vous demande en fait pourquoi avoir fait le choix de s'orienter vers la communication après un master de droit. Et cette personne aimerait également savoir, désolée, aimerait également savoir en fait comment est-ce que vous avez fait en fait pour réussir à vous démarquer d'autres profils en communication. Alors, pourquoi? Alors là, le choix personnel, moi, j'avais cette appétence, alors je sais, c'est un mot qui peut être assez galvaudé, mais c'est vrai que je suis assez créative. Et les métiers de la communication, ce sont des métiers qui permettent de créer des dispositifs. Alors, on a souvent des prestataires, d'essayer de faire des choses. Et puis, on a évidemment un objectif de différenciation, de faire des choses qui sont vues. Hein. Vous êtes la génération qui croulait sous nombre d'informations avec les réseaux sociaux. Ben, plus que jamais, hein, l'enjeu, c'est de faire des choses un peu différenciantes, des dispositifs qui accrochent, soit parce que c'est légèrement, moi j'aime bien ce qui peut être légèrement décalé ou un peu drôle, ou en tout cas pas vu. Donc moi, j'avais cette appétence-là. Également l'envie, je l'avais dit, hein, d'être plus, autonomes pour pouvoir justement déployer des dispositifs. Hein. Moi, je me souviens, donc à l'époque, je travaillais dans une partie assez sensible du groupe de Sagem Safran, et c'était toujours toute une affaire d'aller. C'était une communication finalement assez classique, hein, ça remonte à il y a plus d'une quinzaine d'années, où c'était toujours assez compliqué d'aller convaincre les gens qu'il fallait ouvrir la porte à des journalistes, montrer ce qu'on faisait. Il y avait toujours beaucoup de réticence et de peur. Et voilà, et je me suis dit, il faut que je sois faut que j'ai la main sur ça, parce que je trouvais que parfois on était un peu pudique, alors qu'on avait plein de belles choses à montrer. Donc ça, c'était mes raisons un peu personnelles. Après, comment j'ai fait mon trou?
En fait, comme j'étais encore jeune à l'époque, donc finalement, j'avais déjà de l'expérience, donc j'étais pas 100% junior, mais j'avais déjà acquis un savoir-faire, je connaissais déjà bien le fonctionnement de l'entreprise, etc. Donc finalement, j'étais un profil assez idéal pour une entreprise, hein, je vais le dire très clairement. J'étais pas encore, je coûtais pas encore très très cher, mais je connaissais quand même un peu le métier. Et puis voilà, et puis j'ai décroché une opportunité, il faut le dire aussi, moi, d'abord j'ai travaillé dans la distribution automobile, et puis après j'ai basculé chez Suez. Alors déjà j'ai changé plusieurs fois, et à un moment je travaillais, voilà, je travaillais à Creil. Je ne sais pas si vous connaissez Creil, c'est en Picardie. Je pense aussi qu'il faut pas, il faut savoir que parfois, vous parliez de l'éloignement géographique, mais dans une carrière, alors je pense qu'évidemment, il ne faut pas le voir comme un sacrifice, mais en tout cas, parfois, on doit trouver des compromis, c'est-à-dire on ne va peut-être pas exercer dans le lieu idéal géographiquement parlant, mais néanmoins, le job est intéressant, les équipes sont super sympas, et voilà, donc je pense aussi, et puis après, évidemment, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'engagement, mais ça, c'est bien naturel et c'est bien normal. Donc, comment j'ai fait mon trou, c'est voilà, c'est par du travail, par des prises de risques aussi, hein, parce que moi, j'ai quitté Safran, qui est un gros paquebot, où j'aurais pu évoluer, faire d'autres choses. Je pense aussi que c'est important parfois de se mettre en risque, mais je crois que vous êtes aussi une génération qui n'a pas peur du changement. Et c'est vrai, il faut être toujours dans un état d'esprit aussi, l'envie d'apprendre, d'être toujours dans oui, cet apprentissage continu, hein. Moi, aujourd'hui, j'ai une équipe d'une vingtaine de personnes, et je suis en permanence en apprentissage, et j'apprends d'ailleurs beaucoup de mes équipes. Je continue à me former sur des sujets, des thématiques assez spécifiques, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent très vite en marketing et en com, notamment à cause du digital. Donc voilà, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, je pense que vous ferez votre trou. Je pense que c'est... Et puis, il faut avoir l'envie, évidemment, hein. L'envie, ça se communique, et c'est ce qui fait que vous serez à un moment préféré sans doute à d'autres. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, Je rajouterais une chose sur ce point. Je pense que quand on choisit aussi, si vous permettez, il n'y a pas de souci. Quand on choisit le domaine d'activité, son domaine d'activité dans les premiers postes, il faut faire attention à une chose, c'est que le domaine vous parle suffisamment. Parce que quand on arrive en tant que lobbyiste, c'est une compétence qui peut s'exercer sur n'importe quel sujet, mais on l'exerce d'autant mieux qu'on a un goût pour la thématique. Moi, je souhaitais travailler sur les questions énergie. Au début des années 2000, on essayait de créer une Europe de l'énergie. Je trouvais que c'était un sujet moderne, ça me plaisait. Voilà. Après, l'expérience... après, il faut bien savoir que ce sont des métiers qui sont des métiers de communication. Donc, on est, sauf avoir un double cursus où on peut être ingénieur et avoir cette compétence affaires publiques. Il y a des ingénieurs qui ont fait Sciences Po et où là, ils ont cette double casquette. Mais dans des métiers très techniques, on peut, par appétence, finir par très bien connaître le sujet et donc se débrouiller comme un poisson dans l'eau. Mais donc, il faut bien vérifier la thématique et se dire, voilà, j'investis sur une thématique, je la creuse, je me l'approprie, j'aime cette thématique. Parce que sinon, ensuite, on peut être bloqué parce que, voilà, il y aura, voilà, il y a une dimension technique dans l'entreprise et voilà, il faut vraiment être vigilant là-dessus, sur son choix d'entreprise, que ça vous plaise. C'est un premier sujet que je pensais utile. Je rebondis sur la curiosité, ça c'est clé. Et je dirais aussi que il est important, quand on est jeune professionnel, et c'est une façon d'évoluer rapidement, c'est d'être force de proposition.
dès lors que vous êtes force de proposition dans une équipe, eh bien, voilà, il y a vous vous mettez dans une dynamique et ça plaît. Voilà, c'est quelque chose qui me vient et que l'on dit de temps en temps, mais qu'il faudrait dire plus souvent. Ce qu'on attend, c'est pas simplement que vous répondiez à un cahier des charges de votre entretien annuel, de vos objectifs annuels, mais c'est aussi que vous soyez dans voilà, à l'affût de l'innovation et que vous soyez force de proposition. Moi, je me permets juste de rebondir sur ce que vous avez dit sur le point de la technique. Donc moi, j'ai fait le parcours Sciences Po, mais effectivement, en travaillant dans le traitement des déchets chez Veolia, puis ensuite chez Sarp Industrie, c'est un métier qui est très technique. Donc, c'est aussi le côté très passionnant parce qu'avant que vous ayez fait le tour, enfin, je pense qu'en tant que généraliste, on n'a jamais fait le tour. Et il y a vraiment des experts par métier. Par exemple, si je prends le déchet non dangereux, un expert sur l'incinération, un expert sur le recyclage, un expert sur la collecte des déchets. Donc, il y a des experts sur plein de choses et vous êtes généraliste et c'est à vous en fait de comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau européen, d'essayer d'identifier les points où il va y avoir des sujets. Donc le côté technique, effectivement, il faut, parce que moi parfois c'est un petit peu mon complexe, c'est que le côté technique en fait c'est pas vraiment ce qu'on nous demande. Bien sûr, il faut comprendre dans les grandes lignes, il faut avoir une appétence comme on l'a dit, et il faut être capable en fait de savoir à qui demander au sein de l'entreprise ou dans les fédérations qui a la compétence technique, d'avoir des contacts avec cette personne pour être capable justement de comprendre les enjeux et vous de pouvoir, on va dire, le mettre dans un papier de position et ensuite le porter au niveau européen. Mais en tant que lobbyiste, normalement, enfin en tout cas moi pour le secteur privé, donc chez Sarp Industrie et chez Veolia, il faut que je comprenne un peu les enjeux techniques, mais en tant que lobbyiste, je reste quelqu'un de généraliste, donc il faut juste que je puisse avec mes collègues, être capable en fait de rédiger les papiers. Et ensuite, au bout de quelques mois, quelques années, c'est essentiellement souvent les mêmes sujets qui reviennent, donc on peut s'approprier ensuite les enjeux. Mais voilà, c'est ce côté où on peut à la fois être autonome et où à la fois on a besoin aussi de travailler en équipe avec des personnes qui sont, on va dire, ingénieurs et qui, eux, ont la compétence technique pour vous compléter les compétences. Merci de ce complément. Ouais. Ouais. Mais j'ai une question. En fait, est-ce que vous conseillerez de passer par des cabinets de conseil en affaires publiques pour forcément démarrer une carrière dans le lobbying? Alors, moi, ce que je voulais, j'ai l'impression, en fait, moi, au départ, quand j'ai cherché du travail, donc c'était il y a, on va dire, plus de 10 ans, j'ai eu beaucoup de mal parce que justement, j'ai l'impression que par rapport à maintenant où ça s'est vraiment professionnalisé, les cabinets existaient, mais c'était pas forcément, il n'y en avait pas autant qu'il y en a aujourd'hui. Après, je pense que ça dépend un petit peu de l'envie qu'on a, du choix qu'on a envie de faire. Je pense que quand on travaille dans un cabinet, on est peut-être alors, j'ai jamais travaillé en cabinet, donc je ne voudrais pas non plus trop m'avancer sur le sujet, mais je pense qu'on a effectivement un peu plus de dossiers différents à traiter. Après, donc moi, je ne suis pas certaine qu'il faille absolument passer par un cabinet. Il y a plein d'autres métiers dans le lobbying auxquels on ne pense peut-être pas forcément. Il y a déjà effectivement donc, le secteur privé, les cabinets, mais il y a ensuite les collaborateurs, soit parlementaires au Sénat, à l'Assemblée, dans les groupes politiques ou ensuite dans les administrations. Il y a aussi les fédérations, les fédérations industrielles, les fédérations européennes, les fédérations nationales, les think tanks, toutes les agences aussi internationales. Il y a aussi du lobbying qui sont faits dans ces agences. Donc moi, je dirais que c'est pas forcément... il y a aussi les avocats lobbyistes. Donc je pense que c'est pas forcément la voie royale. Après, je pense que peut-être vous connaissez aussi ces réseaux au niveau français avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il y a maintenant le répertoire avec toutes les entités qui se considèrent comme des représentations d'intérêt. C'est une mine d'informations très utile si jamais vous cherchez du travail pour savoir qui dans les boîtes, qui dans les associations fait le lobbying, quelles sont les activités de lobbying. Et au niveau européen, c'est le registre de transparence où là aussi, vous avez toutes les associations qui s'inscrivent en étant lobbyistes. Merci beaucoup. Peut-être que Madame Passot voudrait ajouter quelque chose. Ou bien, ça vous convient? Oui, non, là, rien, si ce n'est que... Non. Non, d'accord, il n'y a pas de souci. Du coup, j'ai une question pour Madame Michi.
est-ce que vous pourriez un peu revenir sur vos missions en tant que directrice de communication? D'accord. Alors, donc évidemment, je l'ai dit, hein, être directrice de la communication, ça veut dire avoir une équipe. Donc ça, c'est super. Moi, j'ai une organisation assez classique dans le sens où j'ai une équipe qui s'occupe plutôt de la communication interne, c'est-à-dire toute la communication qu'on produit pour les salariés de l'entreprise, pour leur expliquer des projets divers et variés, leur donner de la visibilité sur les contrats qu'on gagne, sur les initiatives RH, sur tout ce qui peut se passer dans une entreprise. Donc, on est au service aussi d'autres directions qui mènent des projets et on est là pour faire connaître leurs projets en interne dans l'entreprise. Donc ça, c'est le premier point. On organise aussi alors évidemment, là, depuis 1 an et demi, autant vous dire que les conventions managériales et les réunions avec beaucoup de monde, tout est digital, hein, mais en temps normal, on fait ce qu'on appelle de l'événementiel interne. Donc ça, ce sont de gros projets. Généralement, on s'y prend relativement en avance et voilà, c'est souvent de très beaux projets. On travaille avec des prestataires externes qui nous aident, on choisit un lieu et on construit un événement, des prises de parole, des interventions et on essaie aussi d'amener des moments de convivialité pour les collaborateurs. Donc ça, c'est la communication interne. Ensuite, on a un pan de communication externe au sens large qui comprend les relations médias, les relations presse, ça c'est très important. Donc, à la fois, on répond aux sollicitations des journalistes parce qu'on en a beaucoup, et aussi, on est proactif en matière de relations médias. On fait des opérations quand on veut montrer des innovations, quand on inaugure un chantier. Enfin voilà, quand on veut donner de la visibilité sur quelque chose, proactivement, on fait ce qu'on appelle des visites ou des conférences de presse. On s'occupe aussi de ce qu'on a, c'est tout ce qui est lié à la marque. On s'assure bon, évidemment, on produit des documents qui expliquent ce que fait l'entreprise, son positionnement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les contenus, hein, de toutes sortes. On s'occupe aussi parce que moi, j'ai mis aussi le digital avec le marketing, mais dans beaucoup d'organisations, la communication digitale est en com externe. Donc là, c'est les réseaux sociaux, c'est le site web. Donc préparer pareil, faire vivre le site web, les contenus, faire évoluer les pages, gérer comment dire, toutes les demandes qu'on peut recevoir par le site web. Idem pour le community management. Donc voilà, on peut avoir aussi des crises médiatiques. Et là, parfois, on rejoint les stratégies de lobbying quand on a un sujet un peu sensible qui commence à prendre de l'ampleur, soit sur les réseaux sociaux, soit dans la presse. Et ben là, on doit réfléchir à des stratégies de réponse ou parfois pas de réponse. Parfois, le silence est aussi une stratégie. On analyse un peu, on voit sur les réseaux sociaux qui relaie les informations. Est-ce que ce sont des influenceurs ou pas? Est-ce que ça nécessite de répondre? Est-ce que ça nécessite de s'expliquer? Donc ça, c'est tout le volet plutôt externe. Et puis moi, j'ai aussi le marketing opérationnel. Donc là, c'est tout ce qui va venir en avant-vente, aider le commerce à vendre nos solutions. Donc, c'est la production de beaucoup de contenu, c'est des campagnes digitales en ligne pour aussi, avec des opérations un peu ponctuelles en fonction de l'actualité. Et puis, je m'occupe aussi de l'expérience client. Je le dis parce que, en fait, ces 3 sujets sont très liés, hein, parce que l'expérience client, c'est ce que vous vivez tous dans vos vies personnelles quand vous achetez n'importe quoi sur le web. Ça commence au moment où vous allez sur Google, où vous cherchez quelque chose, un produit, et que vous arrivez sur le site de l'entreprise, quelle expérience vous vivez? Est-ce que le site est-ce que vous naviguez facilement? Est-ce que vous trouvez facilement ce que vous voulez? Et puis après, il y a l'acte, il peut y avoir une demande de renseignement, il peut y avoir un acte d'achat. Comment ça se passe? Est-ce que vous le vivez bien? Est-ce que vous avez toute la visibilité sur le parcours d'achat? Et puis après, alors nous, évidemment, on vend de grosses prestations, de gros chantiers qui s'étalent sur plusieurs mois, sur plusieurs années.
Donc, il y a ce découpage de toute la vie du chantier, comment ça se passe pour le client, comment il le vit, quels sont les moments qui sont difficiles pour lui, comment on peut améliorer. C'est aussi générer des enquêtes. On fait des enquêtes de satisfaction. Et puis voilà, et puis jusqu'à la fin du contrat, et éventuellement, si tout se passe bien, si c'est un contrat qui se prête à renouvellement ou à réachat, voilà. Donc c'est ces trois dimensions qu'on essaie de travailler ensemble, parce qu'évidemment tout est de plus en plus interdépendant. Je pense que vous entendez parler de ce qu'on appelle la communication 360, c'est un peu tous les aspects que je viens de décrire. Voilà, donc on fait tout ça, ça fait un beau portefeuille d'activités. Voilà. Merci beaucoup. Mais au travers de vos différentes présentations, on peut remarquer que vous travaillez toutes en fait pour des groupes assez conséquents, de grands groupes français, de grandes entreprises. Et du coup, on pourrait vous demander comment faire pour y entrer, comment faire pour y postuler, quelles sont les voies que vous recommandez. Est-ce que vous aurez par exemple des conseils parce que très souvent, ça impressionne assez. On se dit que c'est peut-être limite impossible ou très compliqué d'y entrer, d'y faire ses preuves. Mais peut-être que vous aurez des petits conseils pour chacun des étudiants ici présents. Je ne sais pas qui veut commencer du coup. Madame Passe, je vous laisse la parole. Un petit peu, effectivement, j'ai répondu. C'était une offre qui existait, j'y ai répondu. Après, je crois c'était Laetitia qui l'avait, je crois qu'il l'a dit, quand on rentre aussi dans un grand groupe industriel, c'est quand même quelque chose qui est aussi très hiérarchisé. En général, c'est des petites structures. Les équipes, en général, affaires publiques ne sont pas très nombreuses. Il y a un directeur et ensuite une petite équipe, éventuellement aussi un bureau à Bruxelles. Donc, quand on commence, en fait, on est aussi assez junior, et je veux dire, c'est pas le junior et même peut-être le senior qui va faire tous les rendez-vous, et c'est peut-être parfois le directeur des relations institutionnelles, mais c'est aussi souvent le PDG qui fait les réunions en direct, par exemple avec le directeur. Mais je pense qu'effectivement c'est bien d'entrer dans un groupe, dans une grande entreprise, mais ce que je pense aussi intéressant, c'est qu'il y a des structures qui sont peut-être aussi un peu plus petites. Si je prends par exemple moi quand j'étais à Oxfam, effectivement, c'est plus petit, mais en termes de responsabilité et de liberté, on va dire, d'agir, c'est parfois des structures où vous en avez un petit peu plus que dans des grands groupes. Après, oui, il y a aussi pas mal de gens qui rentrent, nous, chez Veolia, à travers des alternances. Après, c'est des opportunités. Il y a aussi, on va dire, il y a la direction des affaires publiques, mais il y a peut-être aussi d'autres directions par lesquelles on peut rentrer, comme la direction de la stratégie du marketing ou la direction peut-être développement durable, qui peuvent être après des passerelles. Mais voilà, je dirais que ça peut être effectivement une question d'opportunité parce qu'il y a une offre, ou alors de réseau, de solliciter peut-être des personnes dans la boîte qui sont déjà là. Mais après, j'ai pas de solution miracle. Merci beaucoup. Madame Michi, vous voulez ajouter quelque chose? Je crois que Laetitia, vous voulez compléter. Ah, d'accord. Micro, Laetitia. Madame. Voilà, merci Alexandra. Effectivement, c'est intéressant que je rebondisse et puis je te laisse la parole ensuite. Je trouve qu'il y a de multiples voies possibles, on s'aperçoit. Tout à l'heure, Isabelle hiérarchisait un petit peu, disait que les cabinets de consultants en lobbying, c'était peut-être pas la voie royale. Je rebondis un peu. C'est vrai qu'il y a de multiples manières de faire du lobbying. La lobbying est souvent décriée, mais c'est quelque chose de très noble. Tocqueville l'a décrit au 19e, en parlant des corporations je ne sais plus, mais il y a plus très précisément le passage, mais en tout cas, ça décrit bien ce qui se passe à Bruxelles et de plus en plus auprès des institutions françaises. Mais à Bruxelles, comme quelqu'un d'entre nous l'a dit, on est bien accueillis parce que la Commission européenne qui porte
la plume pour écrire les législations européennes sur les orientations définies par les gouvernements, données par le Conseil européen, la Commission a besoin d'être éclairée. Elle ne peut pas, avec ses 20 000, 25 000 fonctionnaires, quasi autant que le ministère de l'Agriculture français, donc ça veut dire très peu, elle ne peut pas tout savoir. Et donc, elle a besoin d'avoir ses contacts avec ce qu'on appelle les parties prenantes et rencontrer des lobbyistes. Donc, c'est vrai que les lobbyistes d'entreprises sont bien représentés, mais il y a aussi tout le lobbying fait par les ONG. Depuis 10 ans, ça c'est complètement exponentiel, ce lobbying. L'exemple d'Oxfam donné par Isabelle, c'est marquant. Et c'est vrai, je souscris, dans des petites structures, on peut avoir un panel d'activités plus large. Effectivement, il y a peut-être des luttes de pouvoir, mais finalement, comme c'est plus petit, on a peut-être un périmètre avec un peu plus d'autonomie dans certains cas, plus de marge de décision dans des grands groupes. La décision, elle doit être validée davantage. Ça, c'est plus et c'est moins. et donc, je dois dire que voilà, ça c'est. Et le point où je voulais en venir, c'est que finalement, quel que soit le choix qu'on va faire, il peut y avoir des cabinets de lobbying très performants qui vont tellement bien servir leurs clients, qui va être une grande boîte qui préférera outsourcer cette activité de lobbying auprès d'un cabinet spécialisé pour faire des économies internes, parce que c'est une moyenne structure, donc on y passe par un cabinet de lobbying externe. Donc, ce faisant, ils auront, en tant que consultant, vous aurez tellement bien fait votre travail que vous pourrez être embauché par la grande entreprise. Donc, il y a ce type de passerelle. C'est la même chose avec le monde des fédérations. Nous, l'Union française de l'électricité, avec laquelle nous travaillons beaucoup, RTE, eh bien, il y a des passerelles. À force de travailler sur une thématique, ils peuvent rentrer dans le département métier concerné. Donc, pas en tant que. Donc, ce seront des personnes qui travaillent en amont les dossiers. Mais ça pourrait se faire aussi, se voir dans le secteur des affaires publiques, donc les personnes qui font des affaires publiques pour notre fédération française, rentrer dans le département affaires européennes de RTE. Ou bien, j'avais un autre exemple en tête. Voilà, donc elles sont pas systématiques, ces transitions. Il faut vraiment se faire remarquer, avoir fournit un service qui se démarque, mais elles sont possibles. Hein. Donc, et c'est vrai, et c'est la dernière chose que je rajouterais par rapport à ce qu'Isabelle disait. Si vous voulez rentrer directement en affaires publiques, en sortant de votre cursus d'études, vous serez junior dans une direction des affaires européennes ou une direction des affaires publiques. Et là, vous n'aurez pas les coudées franches, vous serez toujours accompagné d'un plus senior que vous. Ce qui a de l'intérêt, c'est formateur. Donc, c'est une voie d'accès. Et donc, et puis ensuite, vous pouvez partir dans l'entreprise dans un autre département et ensuite revenir dans un niveau plus senior dans des affaires institutionnelles. On peut imaginer un parcours comme ça. Donc voilà, tout a son avantage. Je dirais qu'il y a un point que nous n'avons pas abordé, mais qui est important, c'est le fait de vraiment bien maîtriser l'anglais, à l'écrit comme à l'oral. Et ça, donc c'est devenu plus courant aujourd'hui, mais dans ces activités de lobbying, autant voilà, on travaille quand même beaucoup en anglais, même si, comme l'a dit Isabelle, pour pouvoir influencer les institutions européennes, il faut aussi influencer le co-législateur, le Conseil de l'Union européenne, et donc ça veut dire influencer les ministères au niveau français. Donc là, tout peut se faire en français, mais à un moment ou à un autre, dans nos contacts avec nos fédérations européennes, eh bien tout ça, ça se passe en anglais, et donc il faut être à l'aise. Alors ça s'apprend sur le tas, mais voilà, ne négligez absolument pas la dimension linguistique. Et donc, ça se passe principalement en anglais, hein, même si on peut maîtriser une autre langue par ailleurs. Moi, de mon expérience, peut-être que Isabelle ou Alexandra aura une autre expérience, mais c'est surtout l'anglais.
Oui, moi, je veux juste ajouter, alors, je mesure, hein, je sais que c'est pas facile et en particulier en ce moment pour les jeunes de mettre un pied pérenne dans l'entreprise, mais effectivement, hein, les grands groupes, en tout cas, sont nombreux à avoir une politique importante au sujet de l'alternance, ça c'est très vrai, et ça c'est un super moyen, si vous avez la possibilité ou des stages un peu longue durée, de mettre un pied dans l'entreprise et voilà, de commencer à vous faire votre carnet, votre réseau, etc. Donc ça, c'est compliqué. Après, sachez qu'aussi les entreprises sont, alors ce sera peut-être dans 2 ou 3 ans quand vous aurez commencé à travailler, les entreprises sont souvent friandes de profils qui sont passés soit par alors moi je parle de communication, hein, pas seulement de lobbying, mais soit par des agences, soit par des cabinets, dans des petites structures finalement, où vous êtes forcément très opérationnel, très agile, où vous touchez à plein de choses et vous apprenez à travailler, vous apprenez de la méthode, vous apprenez à réfléchir, vous apprenez à structurer. Ça, pour nous, c'est très précieux. Quand on arrive à recruter des juniors ou avec 2, 3 ans d'entreprise, mais qui savent déjà un peu travailler, ça, c'est super. Voilà. Mais après, voilà, il y a pas de. Je sais que c'est pas simple. La communication est très compétitive. Ça, je pense que vous le savez. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. C'est une réalité, beaucoup plus que dans le lobbying, je pense. Voilà. Après, mais encore une fois, hein, si vous avez vraiment une appétence pour ce secteur-là, il faut tenter de faire ce que vous aimez et ce qui vous fait envie. Hein. C'est absolument indispensable de se donner les moyens, au moins d'essayer. Comme ça, vous n'aurez pas de regrets. Après, s'il faut se réorienter, faire autre chose, on peut avoir bien sûr plusieurs vies dans une vie, mais il ne faut pas renoncer au début. Mais c'est vrai que la communication, il y a beaucoup de monde, c'est vrai. Mais, alors moi, j'ajoute, hein, mais bon, vous êtes tous dans de bonnes filières, mais le français, enfin, on peut avoir des sujets de niveau linguistique avec les plus jeunes, de plus en plus. Ça, moi, je le constate. J'ai vu l'évolution dans ma carrière. Donc, soignez votre français. Forcez-vous à savoir écrire, à structurer, faire attention à l'orthographe. C'est des choses qui sont finalement, justement, quand on est dans un secteur assez compétitif, ça peut être vite discriminant. Donc, faites attention à ça, quoi. Voilà. Et l'anglais, bien sûr. C'est vrai. Ouais. Je rajouterais VIE aussi. Nous embauchons des personnes qui sont rentrées à notre bureau de Bruxelles via une formule de VIE, volontaire. Alors moi, je maîtrise en entreprise. Hein, donc ça perdure de l'époque du service national. Voilà. Oui, j'avais une autre chose à rajouter. Ça va me revenir. Non, pas tout de suite. Voilà. Je vais peut-être poser une autre question, peut-être qu'on pourra rebondir dessus après. Du coup, quelles sont les marges de manœuvre des lobbyistes au regard des acteurs publics de manière générale? Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. La marge de manœuvre. J'amorce. Si tu permets, les marges de manœuvre. Quelles sont les marges de manœuvre des lobbyistes vis-à-vis des acteurs publics? Je rebondis sur ce que je disais avec cette référence à Tocqueville. On apporte une connaissance de la réalité industrielle ou de la réalité d'un secteur non industriel, si on est dans un secteur non industriel, à la connaissance des pouvoirs publics. Et ils ne sont pas tout sachants sur tous les domaines, notamment les députés. Bon, ils se spécialisent en général, mais et puis les fonctionnaires aussi. Il y a un certain nombre de directions générales spécialisées à la Commission européenne, à DG Climat, DG Énergie, DG Santé, voilà. Donc, mais ils n'ont pas la capacité. Moi, je travaille aujourd'hui sur les gaz à effet de serre, les F-gaz. Bon, il y a des F-gaz dans des tas de secteurs. Donc, aussi bien dans les équipements électriques que dans les frigidaires, voilà. Et donc, ils ont besoin de rencontrer les différents secteurs pour que quand ils écrivent un texte législatif ou qu'ils révisent un texte législatif, eh bien, que leurs mesures soient appropriées. Donc, on a un vrai rôle, et en tout cas à Bruxelles,
la porte est grande ouverte et on est reçu en général avec une grande intelligence, parce qu'ils ont besoin de nous. Voilà où je voulais en venir tout à l'heure. Ils ont besoin d'une expression claire de notre réalité au quotidien industriel. Et en France, il y avait un système de corps, c'était moins facile, on nous prenait parfois un peu de haut, mais moi, ce n'est pas l'expérience que j'ai eue, quand on arrive en disant, voilà, il y a un problème, on voudrait vous en parler, quand on dit 2 mots pour présenter ce problème au téléphone, qu'on donne un peu envie, enfin voilà, on donne l'envie et on a le rendez-vous, même à Paris, et encore plus aujourd'hui. Voilà, et tout à l'heure, on disait, est-ce que ça a changé à Bruxelles? Je pense qu'à Bruxelles, c'est toujours pareil, il y a cette ouverture très forte envers les lobbyistes. On est très nombreux, hein, et on continue à être très nombreux parce ils ont besoin de nous. Et à Paris, ils nous ouvrent de plus en plus la porte parce que c'est dans l'air du temps. Même si le lobbying en tant que tel peut être décrié et parfois on le dénomme, on l'appelle advocacy ou influence, mais bon, peu importe le terme, la réalité reste la même. Voilà. Et à Bruxelles, je poursuis là-dessus juste là, sur ce point qui me paraît très important, c'est un lobbying de compétences, d'expertise, c'est-à-dire que la porte est ouverte si on a des choses à dire. Ce lobbying purement relationnel, voilà, on rédige peut avoir son sens pour mettre en relation les gens, mais il faut qu'il y ait du contenu. Et là, voilà, dès lors qu'il y a du contenu, on intéresse. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté d'entrée de jeu sur le fait de bosser de ces dossiers et de mettre en exergue ce qui fait avancer, ce qui va permettre de résoudre un problème terrain par une réglementation qui soit la plus simple, la plus efficace et la moins tracassière possible. Hein, on a tous notre rôle aussi en tant que lobbyiste, faire en sorte que ce soit simple. Nous, on a fait éliminer, il y a 6 ans d'une législation, des choses qui n'avaient aucun sens pour le secteur électrique français. Il fallait nous envoyer vérifier sur le terrain tous les ans des appareils électriques, alors qu'on avait des appareils automatisés qui nous renvoyaient les données directement sans qu'on se déplace sur le terrain. Voilà, bon, c'est tout bête, hein, mais il fallait leur expliquer pour nous éviter la contrainte. Voilà. Donc c'est un exemple facile, mais illustrant. Voilà. Madame Paz, j'ai une question pour vous. Ah oui. Vous êtes notamment spécialisée sur l'économie circulaire, c'est ce que vous avez dit. Et pourquoi en fait avoir choisi le secteur privé? Vous auriez pu également choisir le domaine des ONG, ou bien peut-être que vous y envisagez de vous y orienter après, dans un futur Alors, proche. moi, en fait, si je prends mon parcours, comme je vous disais, c'était plus en fait des opportunités qui sont arrivées qu'un véritable choix. Donc, j'ai effectivement travaillé 6 mois chez Oxfam, donc en tant que chargée de plaidoyer, vu que dans les ONG, on dit plaidoyer et pas lobbying, mais dans les faits, c'est exactement la même chose. C'était intéressant, mais effectivement, c'était aussi, on va pas se cacher, la question du salaire en général dans les ONG. Souvent, le salaire est quand même un petit peu moins important qu'en entreprise. Donc, c'était, on va dire, une des raisons principales. Voilà. Mais après, comme tu disais, c'était une expérience assez intéressante parce que du coup, moi, ça m'a donné en termes d'expertise d'affaires publiques la partie donc organisation internationale, administration française, secteur donc associatif et secteur privé, tout ce qui est plutôt intéressant pour voir un petit peu les enjeux et la manière de procéder de chacun. Après, l'opportunité, c'est pas représentée effectivement en ONG, mais si jamais je voulais évoluer, je ne me fermerais pas non plus complètement les portes. Mais c'est vrai que quand on passe d'une entreprise, enfin en général quand on a effectivement le package d'une entreprise, si on est honnête, c'est peut-être pas forcément toujours d'un point de vue financier très intéressant de passer après auprès d'une ONG. Mais parfois, il n'y a pas que le salaire qui compte, donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas complètement se fermer les portes.
Oui, je peux illustrer. J'ai vu un magnifique exemple d'une personne qui avait fait tout un parcours en entreprise et qui ensuite, pour des raisons de conviction, a voulu défendre les enjeux environnementaux et a créé une ONG avec des membres ONG et des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité comme RTE. Donc, c'est une association mixte qui a déployé progressivement sur 10 ans toute une série d'initiatives en mettant le pied dans la porte des institutions communautaires et en se faisant reconnaître comme un interlocuteur du monde des ONG, certes, même si nous embarquons des entreprises privées par ailleurs, mais et comme rendant compte des positions de la société civile. Et je trouve que c'est intéressant parce que la directrice générale qui a fait ça, qui a fait ce parcours, finalement, elle est à la tête d'une petite structure de 10 personnes. Elle a été extrêmement créative. Elle a fait un magnifique travail au départ de création d'une petite structure, ensuite de lobbying. Et aujourd'hui, elle est considérée, elle est vraiment un interlocuteur reconnu, travaillant à la fois sur des sujets de lobbying, d'échange de bonnes pratiques au niveau européen et de projets de recherche. Donc voilà, c'est vrai que c'est peut-être moins rémunérateur, mais il y a des compensations et un déploiement personnel que l'on peut aussi trouver par ces structures où finalement on est en réseau et on est tête de pont d'une petite structure, mais tête de pont, donc un interlocuteur plus visible, plus autonome que peut-être dans une grande entreprise où on a plus de contraintes de positionnement, de hiérarchie, de procédures à respecter. Là, il y a une capacité créative qui, quand même, voilà, je trouve si on se donne les moyens de réussir, et pour dire, cette personne a réussi à être dans toutes les conférences internationales du monde de l'énergie et du climat. Donc aussi bien à Davos que à l'IRENA, l'Agence internationale des énergies renouvelables. Voilà, donc on peut aller jusque-là dans un parcours mené avec détermination. Voilà. Pardon. Non, merci beaucoup pour ce compliment. Du coup, j'ai une question. Au niveau de vos collaborations avec les Nations Unies, c'est beaucoup revenu dans ce que vous avez dit. Et justement, quelles sont les différentes formes de collaboration que vos institutions ont avec les Nations Unies? Est-ce que c'est des partenariats publics-privés ou bien on peut plus entrer en détail au niveau de ces formes de collaboration? La question est adressée? Oui. En fait, nous, les Nations Unies, elles ont beaucoup de conventions internationales qui permettent en fait de réunir les parties prenantes pour proposer on va dire, un cadre, on va dire, réglementaire au niveau des Nations Unies. Et ensuite, c'est ce qui va servir, par exemple, à l'Union européenne pour faire ses propres règlements. Donc voilà, donc il y a les parties prenantes et ensuite, il y a des observateurs qui peuvent y participer. Et c'est sur des sujets plutôt techniques. Et donc, en fait, voilà, elles sont... en fait, l'idée, c'est d'arriver à être en tant qu'observateur. Donc, il faut vraiment avoir fait un travail avant d'être organisé en tant que fédération, d'être un acteur assez... reconnu, d'apporter une véritable expertise. Et l'idée ensuite, c'est de siéger donc dans ces conventions. En général, ça dure à peu près, c'est des travaux qui durent pendant plusieurs semaines de manière régulière, mais ensuite, il y a tout le travail en fait qui est fait aussi par email. C'est aussi très fastidieux et c'est comme très souvent dans le travail aussi des Nations Unies, c'est des petits compromis, c'est des petites avancées qui se font pas à pas, avec en fait des visions assez différentes, avec des pays qui arrivent et qui ont des stades en fait, si je prends le traitement des déchets, qui ne sont pas forcément tous au même stade d'avancée ou tous avec la même ambition environnementale. Donc voilà, c'est de siéger dans ces conventions et d'apporter une expertise technique. Donc c'est pour ça que c'est pas moi qui y vais parce qu'il faut vraiment en général,
je pense qu'au niveau des États membres, c'est pas forcément ce sont effectivement des experts, mais peut-être pas les experts les plus pointus. Mais nous, en tant qu'observateurs, en fait, les personnes qui nous représentent sont vraiment des personnes qui ont un background, on va dire chimie ou ingénieur, et qui peuvent vraiment, en termes de technique, être capables de se positionner sur telle ou telle proposition. Telle ou telle question. D'accord, merci beaucoup. Vous avez également parlé, encore au niveau du lobbying, ça revient très souvent dans les questions, du travail d'investigation. Vous avez parlé de curiosité, de faire des recherches, et c'est un peu comparable à de l'intelligence économique, mais est-ce que c'est une bonne manière, du moins l'intelligence économique, d'accéder à ce type de mission ou bien de métier? C'est assez vaste comme question, mais je ne sais pas, peut-être que vous avez un avis différent sur la question ou bien similaire. Parce qu'on met derrière l'intelligence économique, et il me semble que c'est à la frontière du lobbying et du développement industriel, voilà, du développement industriel, il me semble. Hein. Donc c'est plus, il me semble que je peux me tromper, hein, on va trouver la réponse ensemble, mais j'ai l'impression que le lobbying, le plaidoyer, l'influence, telle qu'on la pratique auprès des institutions européennes et françaises, dans une certaine mesure, c'est pour modifier la législation ou pour influencer la législation. Donc, l'intelligence économique me paraît s'appliquer plutôt au domaine de la concurrence entre entreprises et au développement de marchés. Voilà, me semble, hein, mais je peux me tromper. Michel, peut-être que vous voulez y ajouter quelque chose? Non, après, je pense que de toute façon, dans un début de carrière, ce qu'il faut, c'est apprendre à travailler, c'est apprendre à comprendre le fonctionnement d'une entreprise, c'est acquérir de bons réflexes. Donc, finalement, pourquoi pas, enfin, le domaine de l'intelligence économique ou du marketing stratégique, qui sont souvent liés. Ouais, moi, je dis pourquoi pas, si c'est dans un cadre, encore une fois, qui est quand même concret, opérationnel, que vous êtes dans une structure avec des objectifs et des finalités quand même assez clairs. Moi, je crois que c'est ça aussi qu'il faut regarder. C'est vraiment, est-ce que vous êtes dans une structure qui au final, fait vraiment quelque chose, délivre vraiment quelque chose, est réellement active, ou est-ce que vous êtes dans un organisme un peu, comment dire, un peu dormant? Enfin, je me permets, mais il peut y avoir aussi de ça dans ces métiers. Donc, assurez-vous dans une structure dynamique. Après, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? Je ne serais pas aussi catégorique. Je pense qu'il peut y avoir des ponts. L'important, encore une fois, moi, je pense, dans les premières années de travail, c'est d'apprendre à travailler. C'est bête de le dire, mais c'est ça qui va être important. Apprendre aussi à se comporter, à s'exprimer, à savoir parler de ce que vous faites. Ça, ce sera très important aussi. Voilà. D'accord. Bon, vu qu'il est déjà 16h51, on arrive presque à 17h. J'aurais une petite question pour chacune d'entre vous, notamment, est-ce que vous auriez un mot de fin, un petit conseil à donner aux étudiants pour leur future vie professionnelle, notamment pour cette évolution dans le secteur privé, dans le lobbying ou encore la communication? Moi, si j'avais un conseil, ça serait l'importance du réseau. Donc cette capacité à le créer, mais surtout l'entretenir, c'est pas toujours évident. Mais le réseau, c'est vraiment fondamental dès le master, parce qu'en général, les personnes avec qui vous êtes en master vont aussi se retrouver après à des postes qui peuvent vous intéresser. Toutes les personnes que vous rencontrez dans le cadre des stages, des entreprises,
Enfin, voilà, moi, c'est le conseil que j'aurais aimé avoir. Et encore aujourd'hui, je trouve qu'effectivement, quand on rencontre du monde, parfois, selon les circonstances, voilà, on a toujours pas mal de travail, plein de choses à faire et on oublie parfois de valoriser et d'entretenir son réseau. Donc voilà, ça serait mon mot de la fin. Et du coup, j'en profite pour faire de la pub. Je ne sais pas si vous connaissez cette association qui s'appelle les Jeunes Lobbyistes. Alors, je pense qu'il faut peut-être être déjà actif pour pouvoir y participer, mais ils ont un compte Twitter, vous pouvez le trouver sur LinkedIn. Et si jamais vous voulez vous lancer dans le lobbying, je pense que ça peut être un réseau intéressant. Il y a d'autres réseaux qui existent, mais qui sont peut-être plus au niveau de personnes un peu plus à des postes de directeur. Donc voilà, le réseau des jeunes lobbyistes, je pense que ça peut être intéressant à avoir en tête. Merci. Madame Michi? Le conseil que je peux vous donner, c'est un peu ce que j'ai déjà dit, hein, c'est déjà d'essayer, autorisez-vous aussi le droit à l'erreur, le droit à tester des choses. Parfois, en France, on a tendance à très vite mettre les gens dans des cases et sur des rails, et fort heureusement, tout ça, c'est en train d'évoluer. Donc, allez-y aussi au feeling, avancez en fonction de ce que vous aimez et de ce qui vous procure aussi de la joie, du plaisir. Et dites-vous que rien n'est jamais définitif, hein. La vie professionnelle est longue. Vous allez avoir aussi de belles surprises, hein. Finalement, les mouvements que vous allez faire, vous les aurez pas forcément prévus, hein. Je crois que c'est Isabelle qui parlait des opportunités aussi qui peuvent se présenter. Voilà, laissez-vous aussi favorablement surprendre et prenez des risques aussi. Ça, je pense que ça, c'est important. Prenez des risques. Voilà. Merci beaucoup. Et enfin, Madame Passot? Et moi, je dirais qu'il y a une spécificité du métier de lobbyiste. On a parlé plus largement, mais on a quand même pas mal parlé de ce métier-là. C'est d'agir vis-à-vis de l'externe. Et donc, dans des rendez-vous avec l'externe où notre hiérarchie n'est pas toujours là. Donc, il y a finalement une nécessité, je trouve, de savoir, et ça vaut pour n'importe quel métier, d'apprendre à valoriser ce que l'on fait en interne suffisamment. Donc, de le faire en gardant de la modestie, mais en étant suffisamment factuel sur la plus-value qu'on apporte à l'entreprise. Sinon, le risque, ce sont des métiers tournés vers l'externe. Le risque est finalement de rester dans des départements périphériques et que cette plus-value ne soit pas assez reconnue. Donc, parce que pas visible directement, contrairement à d'autres métiers qui sont en interaction constante avec tous les métiers de l'entreprise. Voilà, donc ça c'est... Et ça rejoint une autre chose sur laquelle j'ai attiré tout à l'heure votre attention, d'être dans vos actions au quotidien, de toujours vous poser la question, mais finalement, cette action, quelle plus-value elle apporte à l'entreprise pour finalement être dans l'efficacité plutôt que... alors, il faut être politique en entreprise, on ne peut pas dire les choses n'importe comment, mais il faut aussi focaliser son investissement sur ce qui apporte un gain tangible à l'entreprise. Donc, vraiment, souvent, toujours même, se dire, si je fais ça, est-ce que c'est une vraie plus-value pour l'entreprise et s'investir sur ce qui va faire décoller, aussi bien pour contribuer à l'innovation que l'emporter sur un dossier de lobbying ou dossier de communication, comme le disait Alexandra, se démarquer, faire la différence. J'aurais pu rebondir sur d'autres choses qu'Isabelle a mentionnées, et tout aussi pertinemment. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on est dans les temps. Voilà, ça s'est très, très bien passé. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir pris ce temps pour répondre aux questions des étudiants et d'avoir apporté des éléments de réponse vraiment très enrichissants. Merci à vous d'avoir été présente. Du coup, autre chose à annoncer aux étudiants,
c'est qu'à la suite du secteur privé, a lieu le live du pôle ONG, voilà, à 17h, sur un autre lien qui va bientôt commencer. Du coup, n'hésitez pas à aller regarder les autres intervenants qui sont tout aussi intéressants, tout aussi enrichissants. Et je vous dis au prochain live et merci de votre participation. Merci à toutes. Merci beaucoup. Merci Au revoir. à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.